Le but ce soir, c'est de vous parler un peu de communication, et notamment communication acoustique, spécifiquement chez les oiseaux. Donc je parlerai d'abord de la communication, puis après vous parler un petit peu de la sélection de ces processus de communication, qu'elles soient naturelles ou sexuelles, et notamment on va parler des signaux qui sont émis pour communiquer. Les différents signaux, alors là j'irai très rapide et c'est en ça que j'ai raccourci en partie ma présentation. Après, je vais parler un petit peu des notions d'intentionnalité de la communication, et notamment l'intentionnalité. Si ce n'est pas le cas, on parlera après d'exploitation ou d'indiscrétion dans la communication. Puis rapidement, on parler un petit peu du cheminement de la communication entre la source, la décision, le comportement. Et enfin, quelques mots pour parler d'honnêteté dans la communication. Voilà. Donc tout d'abord, la communication, vous avez plusieurs définitions qui peuvent être assez différentes. Quand on prend sur le Larousse, la communication, c'est tout simplement le fait de communiquer, de transmettre quelque chose. Après, quand on se focalise un peu plus sur l'écologie, notamment l'écologie comportementale, la communication, on va parler d'interaction entre un émetteur qui va délivrer une information et un récepteur qui va recevoir cette information et qui va l'utiliser pour prendre une décision. Donc la communication, elle part d'un processus d'information. Alors ici, moi, je vais limiter la communication à l'émission par un seul individu, parce que c'est vrai qu'après, on peut démultiplier un petit peu ce processus quand il y a plusieurs individus, en tout cas plusieurs émetteurs, et plusieurs informations aussi en même temps, qui peuvent chacune être un mix un petit peu entre ces différents réseaux. Donc la communication, elle peut être soit intentionnelle, soit par inadvertance. Lorsque la communication est intentionnelle, elle se fait au travers de signaux qu'on va qualifier de publics. Donc ces signaux publics, soit ils sont destinés à un récepteur qui est clairement identifié et visé, et qu'en fait le récepteur est le même que l'émetteur. Donc dans ce cas-là, on va parler d'autocommunication, donc je préciserai un petit peu après. Ou alors le récepteur qui est visé, c'est un autre individu. Là, on va être plus sur la communication au sens strict, et le sens, j'ai envie de dire, un peu plus courant dont on a l'habitude. Et enfin, le récepteur n'est pas impliqué dans l'interaction. Dans ce cas-là, on va parler plutôt d'indiscrétion ou d'exploitation de l'information. En partant toujours sur le principe, comme je l'ai rappelé dans la diapositive d'avant, que la communication au sens large, c'est vraiment un transfert d'informations. Donc, si je reviens par rapport à ce que je viens de vous dire à l'instant, tout d'abord, je vous ai parlé d'autocommunication. Donc, l'autocommunication, c'est un phénomène qui est traduit généralement, en tout cas dans les cas de figure qui vont nous concerner à nous, on parlera d'écolocation. C'est ce qu'utilisent certains oiseaux, que ce soit les salanganes des Seychelles ou le guacharo des cavernes. Donc c'est des oiseaux en fait qui vivent, ou en tout cas qui vont accomplir une partie de leur cycle biologique dans des milieux sombres, nocturnes, clos. C'est des animaux qui n'ont pas forcément une bonne vision nocturne, ou en tout cas qui sont dans un milieu tellement sombre, tellement obscur, qu'ils n'arrivent pas à exploiter les ressources lumineuses. Et donc, ils vont utiliser les sons, un peu sur le principe des radars, pour faire de l'écholocation. Donc, en fait, l'émetteur va être le même que le récepteur. L'émetteur va envoyer un son. Ce son va ricocher dans son environnement, il va revenir. Et c'est l'analyse du retour du son qui va leur permettre de spatialiser un petit peu leur environnement. Donc, on parle d'autocommunication, mais au sens un peu plus détaillé. On parle aussi d'une forme raffinée de détection d'indices. Ici, on va détecter l'indice de l'écholocation, de l'écho. On va détecter cet indice, l'écho, pour affiner un petit peu sa perception de l'espace.
Ensuite, comme je vous l'ai expliqué, autre forme de communication, c'est ce qu'on entend un petit peu au sens strict, c'est quand la communication est destinée à un individu qui a été bien ciblé. C'est une communication qui va être intentionnelle. Alors, elle peut être soit consciente, soit inconsciente, et généralement, elle est bénéfique au récepteur, dans la mesure qu'elle soit honnête. La communication au sens plus large, généralement, elle n'est pas forcément bénéfique au récepteur, parce que généralement, cette communication elle va être malhonnête. Elle a pour but, généralement, si elle est consciente ou inconsciente, la désinformation. Par exemple, un oiseau qui va simuler une blessure. On le verra après, je le détaillerai un petit peu plus dans des exemples à la fin. Donc, je vous ai parlé également d'indiscrétion. C'est lorsque le récepteur il ne participe pas à l'interaction, mais que cette non-participation, c'est-à-dire qu'il va exploiter quelque chose qu'il a entendu par inadvertance, n'a pas de coût pour l'émetteur. Donc, typiquement, comme on voit un peu sur cette photo, un oiseau qui va, par le comportement ou par les informations que vont émettre d'autres oiseaux, cet oiseau va comprendre qu'il y a une ressource alimentaire à un endroit, mais que sur le moment donné, ça ne génère pas de coût pour l'émetteur, dans le sens que il ne va pas y avoir de prédation ou de concurrence. Cet oiseau va potentiellement attendre, mais il a quand même reçu une information. Je le détaillerai également peut-être un peu plus après. L'exploitation, c'est le récepteur qui ne participe pas à l'interaction, mais du coup, il y a quand même un coût pour l'émetteur. C'est souvent ce qu'on peut voir, notamment l'hiver, quand on a un corvidé qui quadrille son territoire, qui découvre une ressource alimentaire et qui peut se faire chaparder par des rapaces qui vont adopter des comportements un petit peu de nécrophage et qui, de par leur statut de rapace, vont évincer le corvidé. Et le coût donc pour le corvidé qui a émis un petit peu ces sons et ces informations, ça va être de se faire déposséder de sa ressource alimentaire. Dans certains cas de figure, ça peut être l'inverse aussi. C'est les corvidés, lorsqu'ils sont un nombre, qui peuvent déposséder le rapace de sa ressource alimentaire. Et enfin, de façon plus générale, la communication, comme expliqué, c'est un transfert d'informations. Ce transfert d'informations, il peut se faire au sein d'une même espèce, donc intraspécifique. Donc par exemple ici comme on voit ces étourneaux, donc on a vraiment une communication d'un individu d'une espèce à un autre individu d'une même espèce ou entre différentes espèces. C'est vrai que souvent quand il y a une communication entre différentes espèces, on a des notions de territoire mais on a souvent quand même des notions de ressources alimentaires. C'est-à-dire et puis aussi de défense un petit peu et d'alarme, de veille environnementale par rapport à un danger. Mais c'est vrai que la ressource alimentaire est très fréquente et notamment en ces périodes-là, souvent sur les mangeoires, on arrive un petit peu à percevoir ces communications intraspécifiques où on voit que justement certains animaux, certains oiseaux vont émettre des sons qui peuvent attirer d'autres oiseaux ou au contraire repousser d'autres oiseaux avec des comportements qui vont être associés. Et on voit sur cette mangeoire notamment des gros becs, des tarins, des verdiers, une mésange charbonnière. Voilà. Donc il existe différents types de signaux. Moi aujourd'hui, je vais vraiment me focaliser sur un seul type de signal. Et c'est en ça que ma présentation va différer de celle que j'avais pu faire les années passées. Les années passées, j'avais évoqué les autres signaux également. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur les signaux sonores et vraiment dans un champ un petit peu acoustique. Et je vais vraiment m'en référer, me limiter qu'à ce type de signal. Mais sachant que la communication aussi peut être basée sur des signaux qui sont visuels, notamment dans des milieux clairs, des signaux qui peuvent être lumineux dans les milieux obscurs, des signaux qui peuvent être chimiques ou des signaux qui peuvent également être électriques. Donc, si on parle de signal, notamment de signal sonore, un très bref rappel, un signal sonore, c'est une onde généralement dans l'air. Alors, j'ai vu qu'il y a différentes informations, mais
voilà, la plupart des informations ont tendance à souligner que ces signaux dans un air à une température donnée, à une pression donnée, généralement se propagent environ à 340 mètres par seconde. Cette onde, elle est caractérisée par une période, donc entre le début d'une oscillation et la fin de l'autre oscillation, et une amplitude. Le signal sonore et notamment la pression du son, notamment l'intensité du son, donc dépend d'une onde, comme j'ai pu vous le présenter juste avant. Et cette onde, c'est un petit peu, elle dépend aussi de l'aptitude à faire vibrer un volume de milieu de propagation. Donc on peut avoir différents volumes, notamment différents fluides. Souvent les fluides sont un petit peu les supports qui permettent la propagation de ces ondes sonores. Ils peuvent être aquatiques, aériens, etc. Généralement, les petits animaux, ils ont des émissions sonores de faible intensité et de haute fréquence. Et à l'inverse, chez les animaux de plus grande taille. Les oiseaux, alors je vais me centrer vraiment là sur les oiseaux, ils utilisent principalement le syrinx pour émettre des sons en inspirant. Donc c'est un organe un petit peu particulier, différent des mammifères et notamment de l'être humain. Donc je vous inviterai à vous renseigner un peu plus pour comprendre un peu ce fonctionnement. Mais globalement, le syrinx est fait de différentes membranes. Et ces membranes, quand l'oiseau inspire, se mettent à vibrer. Et c'est ces vibrations qui créent ces ondes sonores. Il faut savoir par ailleurs que les oiseaux peuvent faire vibrer plusieurs membranes en même temps. C'est ce qui fait que parfois ils peuvent émettre plusieurs sons en même temps, voire émettre plusieurs mélodies, au moins 2 mélodies en même temps. Les oiseaux utilisent également pour faire des sons et pour communiquer avec ces sons leurs plumes. Par exemple, un phénomène qui est intéressant, quand les pigeons ramiers s'échappent, s'envolent, souvent ils émettent un son très très bruyant avec leurs ailes, qui sont clairement des sons d'alarme. Et en fait, ça permet d'alarmer les autres pigeons ramiers d'un danger. Et donc, le moment de l'envol, voilà, il y a vraiment une exagération du battement des ailes qui permet d'avoir un claquement des ailes. Ils peuvent également faire ces sons avec des poches de peau qui peuvent être voilà, au niveau de la gorge, au niveau de différents endroits. Voilà, ce qu'on peut voir aussi chez certaines espèces voilà, qui arrivent à démultiplier un petit peu leur gorge, puis bien entendu avec leur bec, et aussi parfois avec des outils. C'est-à-dire que le bec, c'est en tapant sur quelque chose de creux, ils vont faire résonner, par exemple sur le bois, par exemple les pics, peuvent faire résonner le bois et émettre ces sons. Ce n'est pas directement le bec qui émet ces sons, mais c'est vraiment le choc du bec sur cet outil qui va créer le son. Et ça leur permet également de communiquer. Donc la propagation de ces signaux sonores, généralement on a une intensité qui diminue quand la température elle augmente et quand on a une diminution de l'humidité. Donc globalement, plus il fait chaud, plus l'intensité et puis la diffusion de ces sons est ralentie. C'est d'ailleurs un premier indice qui vous explique pourquoi les oiseaux ont tendance à chanter le matin ou en début de soirée ou en fin de journée, début de soirée. C'est parce qu'on est dans des périodes de la journée où la température est plus fraîche et l'humidité plus importante. Et donc, c'est deux facteurs notamment, entre autres, qui optimisent la diffusion des sons. Il faut savoir que les hautes fréquences, elles ont tendance à être plus atténuées par les phénomènes d'absorption que les basses fréquences. C'est pour ça que généralement les sons aigus, on a plus de mal à une certaine distance ou dans des conditions particulières à les entendre que les sons graves. Et puis aussi, c'est bon à savoir parce que ça explique aussi les phénomènes que je viens de dire précédemment. Une onde sonore est toujours déviée vers le milieu qui transmet le moins et dont elle tend à quitter le milieu qui transmet le mieux. Et notamment, ça se reflète quand l'onde sonore est amenée à traverser différents types de fluides, différents types de milieux. Elle va suivre ce principe. Donc, concrètement, ça explique aussi un petit peu comment se propage le son. Donc, au-delà du fait de ce que je vais nous expliquer, les oiseaux ont plutôt tendance à chanter le matin. En tout cas, pour certains oiseaux, on va dire pour certains chanteurs, pour leur majorité d'ailleurs, ou en fin de journée ou en début de nuit.
mais aussi le fait que par une journée ensoleillée, le son il aura tendance à partir vers les milieux aériens, alors que dans les périodes de nuit claire, le son aura tendance à partir vers le sol. Donc ça, c'est bon aussi à savoir, à comprendre, et ça peut influer certaines stratégies de chant de certains oiseaux qui sont qui vont chanter ou s'exprimer ou communiquer dans des journées à très forte chaleur. Donc ils vont adopter une stratégie qui permet au son de se diffuser et de ne pas être trop vite perdu vers le milieu aérien, et à l'inverse pour les oiseaux nocturnes. Un exemple un petit peu de ce type de propagation, certains chercheurs, notamment Matvon et Hall, et ça fait longtemps, ça fait déjà en 97, ils ont pu montrer que certaines espèces sont adaptées, vont adapter une stratégie à ces principes que je viens d'émettre là juste avant. Ils vont adapter leur stratégie donc d'émission des cris. Et donc cette stratégie aussi va les amener à fréquenter des milieux qui peuvent être similaires ou sensiblement différents. Et notamment, ils se sont aperçus que les merles noirs, quand on est dans un milieu forestier, donc le son va être altéré justement par de nombreux obstacles qu'ils vont soit traverser, soit contourner, soit rebondir sur ces obstacles. Le merle il va utiliser une fréquence particulière, une fréquence avec un spectre relativement étroit, et on s'est rendu compte que le son était relativement peu modifié lorsqu'il va chanter en milieu forestier. Par contre, quand on prend une autre espèce qui fréquente elle aussi un peu les milieux forestiers, mais peut-être un peu moins, et une espèce qui est un peu plus généraliste, comme les tourneaux, et qui va utiliser un spectre de chant un peu plus large, moins spécialisé, mais ils se sont aperçus que quand les étourneaux chantent en milieu forestier, le chant, le son est grandement modifié, et donc l'espèce est moins adaptée à ce milieu. Donc on voit qu'au fur et à mesure de l'évolution, j'y reviendrai après, les oiseaux ont adopté des stratégies de son différentes en fonction des milieux dans lesquels ils sont. Et donc en effet, ces histoires de propagation de son ont clairement une influence sur l'écologie de ces oiseaux. Alors là, je vais partir aussi sur le fait des différents signaux et notamment leurs différentes fonctions. Chez les animaux, donc l'une des premières fonctions des signaux sonores et notamment des chants et des cris, ça va être la séduction. Alors c'est vrai que j'ai pas, peut-être par facilité, très défini encore les chants, les cris, etc. Donc je vais pas faire de focus spécifique à ça, mais généralement, la séduction, la plupart des oiseaux chanteurs vont utiliser le chant pour la séduction. Alors, c'est pas systématique, hein, on peut aussi avoir du tambourinage, etc. Mais généralement, voilà, pour la séduction, les oiseaux vont plutôt utiliser le chant. Donc, également, la fonction de la communication et d'émission de signal sonore, c'est une fonction territoriale. C'est-à-dire, les oiseaux vont utiliser le chant ou parfois aussi le cri, ou parfois aussi d'autres sons, mais encore une fois, c'est plutôt le chant, aussi pour avoir une fonction territoriale. Donc vraiment optimiser pour tout ce qui va être processus de séduction, de parade, et tout ce qui va être processus de défense d'un milieu, d'un environnement, voilà, dans le cadre d'une approche qui va être territoriale, où l'animal, l'oiseau, va défendre un territoire, notamment au travers de son chant. Ce qui est intéressant aussi à voir, là je me permets juste de faire une petite parenthèse, c'est que les animaux aussi, pendant la période de chant, peuvent utiliser d'autres types de communication, notamment le grand-duc, là il a une poche blanchâtre qui se gonfle quand il chante, et ça aussi c'est un signal, ça aussi c'est une communication, une forme de communication. Donc je ne m'attarderai pas dessus, mais voilà, les animaux peuvent émettre plusieurs formes de communication en même temps. Également, le fait d'avoir des aigrettes qui sont dressées, ça aussi c'est un signal que l'animal émet. Donc c'est autant de formes de communication que l'animal va émettre en même temps et qui vont avoir chacune une utilité particulière qui est soit une information différente, soit un renforcement de l'information qui est émise.
Donc, une aptitude sociale du signal sonore, et notamment, ça peut être des aptitudes physiologiques. C'est-à-dire que l'animal, l'oiseau, quand il va chanter ou quand il va crier, le cri aussi peut être là utilisé, ben, ça va démontrer un petit peu son aptitude physiologique, sa force, sa santé. Un animal qui est capable de crier de façon vigoureuse, forte, etc., ben, il va démontrer qu'il est quand même en bonne santé, qu'il est éventuellement puissant, qu'il n'est pas forcément malade. Et donc, c'est une information que le récepteur va pouvoir utiliser, notamment, par exemple, quand on a un prédateur, il peut juger de l'état de santé, l'état de faiblesse de sa proie par les sons qu'elle va émettre. Entre autres, il y a d'autres éléments qu'il va exploiter, mais le son peut être un élément d'information quant à l'aptitude physiologique. Également, toujours une information sociale aussi, c'est dans les phénomènes de cohésion de groupe. Je pense qu'on a tous l'image un petit peu ou le son d'Épinal, des grues qui migrent et qui vont émettre régulièrement, si ce n'est systématiquement, on continue, des cris, vraiment pour permettre au groupe d'être en interaction constante et pour favoriser ainsi tous les phénomènes de cohésion de groupe. Donc, toujours une fonction qui va être sociale, une fonction qui va être alimentaire, qui va être d'interaction aussi, et notamment ici au travers de la quémande. Donc les jeunes vont souvent utiliser le son pour faire état de leur niveau de faim, tout simplement, de leurs besoins alimentaires. Et bien entendu, ils vont utiliser d'autres signaux, comme ici, pour renforcer aussi ce besoin alimentaire. Donc ça peut être tout simplement en adoptant un comportement ou des mouvements de quémande caractéristiques où ils battent des ailes. Aussi, ça peut être avec l'intensité de la coloration de leur gorge, puis l'intensité aussi de l'ouverture du bec. Voilà, on a différents signaux qui vont être exploités pour ce type de comportements sociaux. Les signaux sonores, on est toujours dans une approche sociale, mais peuvent être également émis dans un cadre de veille environnementale et notamment d'alarme. Je pense qu'on connaît tous assez bien le cri du G, qui est vraiment caractéristique pour signaler un danger et qui peut d'ailleurs parfois prendre différentes intonations en fonction du niveau de danger. J'y reviendrai après un petit peu aussi. Donc, comment ont été sélectionnés ces signaux? Ces signaux, il faut savoir que si on caricature, il y a toujours bien entendu des exceptions à ce que je suis en train de dire, mais en général, les grands schémas qui sont reconnus, c'est que généralement, l'émission d'un son va être contraint. Elle va être contrainte par différents aspects, et notamment contrainte par l'énergie et la physiologie. Ça a un coût pour l'animal, pour l'oiseau, d'émettre un son, un coût énergétique et un coût physiologique. Généralement aussi, l'émission de ces sons va être contrainte par l'environnement. L'environnement va représenter une contrainte et comme je vous l'ai expliqué par exemple tout à l'heure, en fonction des conditions thermiques ou d'humidité, etc., les sons vont se propager plus ou moins rapidement et donc cette propagation représente une contrainte dans l'émission et la diffusion de la communication acoustique et sonore. Et puis on a d'autres phénomènes qui vont être plutôt des sélections positives, mais alors ça aussi c'est un concept, parce que la sélection positive, elle peut, à l'inverse, par effet miroir, représenter une sélection négative. C'est-à-dire que notamment la sélection naturelle, elle va avoir tendance à sélectionner des signaux sonores, une communication qui va procurer un avantage de survie pour l'émetteur. Donc on y reviendra après, rapidement. Mais voilà, la sélection naturelle dit différemment, un oiseau qui va émettre un son qui est mal approprié, il aura tendance à être prédaté, à être éliminé par la nature. La sélection naturelle va permettre de donner un avantage à ceux qui ont un son particulier. C'est pour ça que certains oiseaux, notamment dans leur signal d'alarme, vont émettre des signaux d'alarme qui sont très difficilement localisables, et notamment le bruit en zizi, par exemple. Et un son qui est très aigu, on a toujours du mal à localiser exactement, parce que ça va lui procurer un double avantage. Un premier avantage, c'est de signaler un danger, et le deuxième avantage, c'est de ne pas se faire repérer quand il a signalé ce danger.
Donc la sélection naturelle aura tendance à sélectionner ce type d'émissions sonores. Et puis après, on a la sélection sexuelle. Donc la sélection sexuelle, elle aura tendance, elle, à sélectionner des signaux qui procurent un avantage dans le succès reproducteur. Donc sélection naturelle, c'est plutôt un avantage de survie. Sélection sexuelle, c'est un avantage dans le succès reproducteur. Parfois, la sélection sexuelle peut être un petit peu à l'opposé de la sélection naturelle. C'est-à-dire que parfois, la sélection sexuelle peut sélectionner des signaux qui sont un peu aberrants. C'est-à-dire que elle va sélectionner chez certaines espèces des champs qui vont être particulièrement virtuoses, qui vont par ailleurs représenter des coûts assez importants pour les émetteurs, y compris des coûts à l'égard des prédateurs. C'est-à-dire qu'on a des oiseaux qui vont se mettre à chanter, qui vont être très facilement repérables, et qui vont avoir un coût vraiment environnemental, énergétique, physiologique très important. Et pour autant, la capacité, le fait d'être capable d'émettre ces sons à ce moment-là va être une preuve, dans le cadre du processus de sélection sexuelle, de la bonne aptitude physiologique de cet animal, et donc va retenir l'attention du partenaire et va être sélectionné dans ce cadre de ce processus sexuel. Donc on a vraiment ces différents phénomènes qui font que certains ont tendance un petit peu à contrarier, contre-sélectionner les signaux sonores, et d'autres au contraire ont tendance à les sélectionner, voire même les amplifier, voire même parfois de façon démesurée. Donc voilà, ce qu'on peut montrer, c'est là rapidement, si j'essaie d'illustrer, alors je ne vais pas tout illustrer, juste présenter quelques exemples. Notamment tout à l'heure, je vous ai parlé de contraintes environnementales et la nécessité pour un animal d'adapter une stratégie particulière, ce qui va avoir un coût. On s'est notamment rendu compte chez le rossignol que, ça paraît évident ce que je vais dire, hein, mais c'est une réalité qui a été mesurée et mise en valeur, que quand il y a du bruit, tout simplement, donc dans un environnement qui va être relativement urbain, le chant du rossignol, qui est généralement de 80 décibels, donc qui est la mesure un petit peu de l'intensité sonore, quand il y a du bruit, il va passer à 90 décibels. Donc dit différemment de façon plus simple, quand il y a du bruit, il chante plus fort. Donc le fait de chanter plus fort, comme je l'ai expliqué, c'est une adaptation à une contrainte environnementale, mais une adaptation qui va être contraignante parce qu'elle va avoir un coût. Le fait de chanter plus fort, c'est plus fatigant, ça nécessite plus d'énergie, c'est plus difficile, et puis aussi ça représente un risque. Ça représente un risque au regard des prédateurs parce que l'animal il va être plus facilement repérable. La contrainte aussi va être aussi énergétique et physiologique. Ça aussi, encore une fois, c'est évident ce que je vais dire, mais c'est intéressant de le mettre en valeur. Un animal qui va être en mauvaise santé, il va émettre des sons qui seront beaucoup moins performants qu'un animal qui est en bonne santé. Comme je vous l'ai expliqué juste avant et puis à plusieurs reprises, ça a un coût énergétique et physiologique d'émettre des sons. Donc, naturellement, un oiseau qui est en mauvaise santé aura des difficultés à émettre des sons. Et d'ailleurs, cette difficulté à émettre des sons va être exploitée tant par les partenaires sexuels que par les partenaires en général, que dans le cadre notamment des processus de sélection naturelle, notamment via les processus de prédation. Donc les processus de renfort aussi, et notamment via la sélection naturelle, ça va être par exemple aussi les processus d'alarme. La sélection naturelle, elle va avoir, mais c'est ce que je viens d'expliquer un petit peu juste avant, notamment avec le bruit en zizi. Mais ici, on voit une fauvette, et en l'occurrence une fauvette mélanocéphale. Elle va avoir un son qui va être particulier d'alarme et qui a été sélectionné, qui est capable également de donner un petit peu une intensité de l'alarme. C'est-à-dire qu'une fauvette, elle ne va pas avoir le même type d'alarme quand vous êtes loin. Ça va être une alarme assez forte, assez calme. Quand vous vous rapprochez, ça devient une alarme qui va être beaucoup plus énervée, beaucoup plus inquiète. Et quand vous êtes vraiment à côté, où l'alarme après va cesser ou va prendre des formes sensiblement différentes pour éviter les phénomènes de prédation. Mais là, on voit bien que la sélection naturelle, elle a renforcé un processus d'alarme où on a vraiment là, une fauvette qui a tendance à chanter de façon sifflée. Et pourtant, l'alarme va être un son qui va être beaucoup plus guttural, beaucoup plus saccadé. C'est plutôt un tac, 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 vraiment différent et extrêmement sonore,
qui a pour but, voilà, vraiment de communiquer au sein de l'espèce et aux autres espèces ce danger. Donc les phénomènes aussi de sélection sexuelle, donc qui ont renforcé des champs particuliers, et notamment des sons qui procurent un avantage succès reproducteur. Et on a pu mettre en évidence, notamment Dragagnou et Hall en 2002, ils ont fait des gros travaux sur le canari, et ils se sont rendus compte notamment que certains canaris avaient dans leur phrasé ce qu'on appelle des phrases sexy. Les phrases sexy, en fait, c'était des trilles qu'ils émettaient, donc des trilles très complexes, très rapides. Et les oiseaux, plus les oiseaux étaient capables d'émettre des trilles rapides, donc très complexes, plus ils étaient sélectionnés au niveau sexuel. Et à l'inverse, plus ils parlaient lentement, plus ils émettaient des trilles lentes, et moins ils étaient sélectionnés. Donc ça montre encore une fois que l'animal, en utilisant ses aptitudes et en valorisant ses aptitudes au travers du chant, au travers des sons qu'il émet, est capable de traduire ses aptitudes physiologiques, sa performance, et donc c'est sélectionné au niveau de la sélection sexuelle parce que ça procure un avantage reproducteur, parce que potentiellement ça traduit aussi une aptitude physiologique, une qualité génétique, une aptitude aussi indirecte à la survie pour les générations futures, et donc c'est autant d'indices que va exploiter le partenaire pour sélectionner et pour engager le processus de reproduction et de façon plus générale dans le cadre de la sélection sexuelle. Tout à l'heure aussi, donc en début, j'avais parlé d'intentionnalité. Parfois, la communication peut être intentionnelle ou non intentionnelle. Parfois, quand une communication est intentionnelle, elle peut représenter un bénéfice pour l'émetteur, dans la mesure notamment qu'on est dans le cadre d'une émission non accidentelle d'un signal. Elle va généralement affecter positivement l'aptitude phénotypique de l'émetteur. Donc j'y reviendrai peut-être juste après, mais notamment, c'est un peu ce que j'explique là à plusieurs reprises, une émission non accidentelle, un chant, va représenter un bénéfice reproductif pour le chanteur parce que ça démontre son aptitude physiologique et donc ça représente un bénéfice pour l'émetteur. Donc plus le bénéfice est important au regard du coût, plus ça aura tendance à renforcer l'émission sonore. Et donc, c'est un phénomène un petit peu d'emballement qu'on explique, dans la mesure que ce soit un phénomène non accidentel. Les phénomènes aussi d'emballement ou au contraire de diminution peuvent se faire aussi dans le cadre des phénomènes de dominance et de soumission. Là, on a clairement des signaux qui vont être émis à l'égard d'un partenaire de la même espèce ou d'un partenaire d'une autre espèce, et les signaux qui vont être émis tant par le dominé que par le dominant vont permettre de communiquer, de renforcer certains signaux pour éviter des coûts. C'est-à-dire que ça va représenter un bénéfice pour à la fois le dominant dans le sens qu'il va émettre des sons qui vont faire comprendre aux autres qu'il est dominant et donc il n'a pas besoin d'engager un processus de violence, et à la fois par le soumis qui va émettre des signaux qui vont faire comprendre en effet sa fragilité ou sa faiblesse par rapport au dominant. Et donc en imitant, enfin en réalisant ce type de son, il va permettre de diminuer les interactions violentes et donc les coûts qui y sont associés. Donc en diminuant les coûts, ça augmente potentiellement les bénéfices et ça évite les interactions coûteuses. Donc également toujours, là je vous ai parlé aussi tout à l'heure, quand l'émission sonore elle est non intentionnelle, donc elle va être accidentelle et qu'elle représente toujours néanmoins un bénéfice pour le récepteur, on va parler quand même d'exploitation, c'est-à-dire que ça va être une émission qui va être accidentelle d'un son, mais par contre qui va se réaliser au détriment de l'émetteur. Donc on a un bénéfice pour le récepteur, mais plutôt un détriment pour l'émetteur. Notamment par exemple ici sur cette photo, quand on va avoir des jeunes
qui quémandent parce qu'ils ont faim, et certains corvidés peuvent exploiter justement ces émissions sonores pour venir prédater certains nids dans certaines situations particulières. Donc les phénomènes d'exploitation aussi, on les voit, donc comme je vous l'ai dit avant, dans des phénomènes de prédation. On peut les voir aussi dans les phénomènes de parasites et de parasitisme, entre un parasite et un hôte. Donc le parasite, notamment, va utiliser différents indices que l'émetteur n'a pas fait exprès d'émettre, mais c'est ces indices qui vont lui permettre voilà, de comprendre qu'il peut venir parasiter une espèce. Donc ces différents indices, ça peut être la chaleur, la sueur, etc. Mais ça peut être également les émissions sonores. Et comme on peut le voir parfois entre le coucougé et la pie, les coucougés vont exploiter un petit peu les émissions sonores des pies, mais pas que aussi, il y a des émissions visuelles, etc. Mais c'est un tout, ces différents indices qui vont être exploités pour venir justement parasiter les nids de pie, voilà, en venant y pondre dedans. Alors sachant quand même que pour le coucougé, le coût est plus réduit que pour le coucou gris. Le coucou gris, c'est vrai qu'il va détruire la nichée, le coucougé pas forcément. Il y aura quand même un coût, et notamment un coût alimentaire, où il va venir puiser, ponctionner l'alimentation par rapport aux autres jeunes. Donc dans le cadre toujours d'une émission accidentelle d'un indice, et qui est généralement pas au détriment d'un émetteur, donc on va voir un petit peu ce que ça peut générer, mais je l'avais expliqué tout à l'heure avec la ressource alimentaire. Ça peut aussi se traduire ici par une étude qui a été réalisée en 2007 par Ami et Hall, et notamment ils ont pris un oiseau, donc c'est ici l'oiseau qu'on appelle le sujet, là, que vous voyez dans les différents petits schémas que vous avez sur la gauche. Donc vous avez différents schémas où on a mis trois oiseaux ensemble. Donc un dominant, un dominé et un observateur. Donc le dominant, c'est ce qui est appelé ici le winner, le dominé, c'est le loser, et l'observateur, c'est ce qu'on appelle le sujet. Donc on a permis au sujet, dans une situation, d'observer le dominant et le dominé, et dans un autre type de configuration, on a empêché l'observateur de voir qui était le dominant et le dominé. Et dans le dernier schéma du bas, on s'est rendu compte que quand on mettait l'observateur soit en regard du dominant, soit en regard du dominé, mais il y avait eu un phénomène d'apprentissage. C'est-à-dire que le temps qu'il allait passer à rechercher son alimentation n'était pas le même quand il y avait le dominant, quand il y avait le dominé, et quand surtout il avait pu observer la situation. Quand il n'avait pas pu observer, on va dire qu'il était naïf, et donc il ne savait pas trop quel comportement adopter. Alors que quand il avait pu observer la situation et entendre les cris qui sont associés, quand je dis observer la situation, c'est également écouter la situation, mais il arrivait à acquérir des informations. Et quand donc on mettait après les oiseaux, donc on avait clairement un phénomène d'apprentissage, de bénéfice, qui n'était pas forcément un coût pour l'émetteur, c'est-à-dire l'oiseau qui avait émis les sons ne représentait pas un coût pour lui. Par contre, le récepteur qui avait été un petit peu l'observateur, indiscret un petit peu, avait pu obtenir une information qui lui était utile, pas forcément préjudiciable à l'émetteur, mais en tout cas à lui, elle lui était utile. Donc c'est ce que représente un peu cette étude. C'est tout simplement ce qu'on appelle des phénomènes d'apprentissage. Après, parler du cheminement de la communication. Donc, on a toujours un émetteur, un signal qui est émis, un récepteur. Donc, on va parler après, vis-à-vis du récepteur, par rapport à ce phénomène de communication, la réponse, généralement, elle va être discrète. C'est-à-dire, ce n'est pas sur une condition continue, on est sur vraiment quelque chose qui va être alternatif et qui va dépendre de différentes informations. La réponse, généralement, elle va être fonction de la connaissance, notamment de la probabilité de maîtriser la situation. Ça va être les phénomènes d'expérience. La réponse, elle peut être fonction également de l'évaluation des différents indices qu'il a pu collecter. C'est ce qu'on vient de voir juste avant, la posture de l'émetteur. L'exploitation aussi des phénomènes d'amplification, l'exagération de certains indices, ce que je vous ai expliqué aussi tout à l'heure. C'est-à-dire quand un animal émet un son, il peut émettre d'autres sons
ou d'autres façons d'émettre ce son pour renforcer l'information qui est émise. Tout simplement, on va émettre un son. Si ce son est émis de façon forte ou faible, c'est un phénomène de réduction ou d'amplification qui permettent aussi d'amplifier l'information qui est transmise. Généralement, un animal qui va émettre un son de façon forte, voire très forte, aura tendance à être beaucoup plus efficace qu'un animal qui émet un son beaucoup plus calme et beaucoup plus doux. Et puis, bien entendu, l'analyse du signal de l'émetteur. Donc, on voit que dans tout ce cheminement de la communication, on a beaucoup parlé de l'émetteur jusqu'à présent et du signal, mais la réponse du récepteur va être adaptée en fonction de ces différentes informations qui ont pu transiter. Et enfin, je conclurai un petit peu sur cet aspect-là, et notamment en parlant d'honnêteté, c'est-à-dire qu'en général, l'information, comme on a pu le voir, au sens de la communication au sens strict, on va être plutôt sur une information qui va être honnête. Donc on est sur un bénéfice réciproque entre l'émetteur et le récepteur. Donc on a un signal qui est émis par un émetteur, et ce signal, généralement, il est fiable et il est honnête. C'est ce qui permet justement au récepteur, par rapport à ce que je viens de vous dire juste avant, de prendre en compte cette information, d'analyser cette information et éventuellement de répondre à cette information de façon éclairée. Parce qu'on part sur le principe que cette information est fiable et honnête, et sur la base aussi qu'on a des intérêts convergents. Sauf qu'il n'y a pas forcément des intérêts convergents entre l'émetteur et les récepteurs. Il existe une très grande diversité d'intérêts qui ne sont pas forcément convergents. Moi là, j'en présenterai peut-être juste un, et qui fait que parfois la communication peut être un petit peu trompeuse, notamment la communication entre les mâles et entre les femelles. L'intérêt du mâle pour propager ses gènes va être vraiment de se reproduire avec le plus de femelles possible, alors que l'intérêt des femelles, ça va être se reproduire avec le mâle qui a la génétique la plus appropriée, la plus performante possible. Donc ne serait-ce que voilà, ce type d'intérêts divergents peuvent amener à des communications qui peuvent être pas forcément honnêtes. C'est-à-dire que le mâle va générer une communication où il va essayer de tromper un petit peu la femelle sur ses aptitudes physiologiques et phénotypiques. Donc voilà, en utilisant une communication qui va être exacerbée, qui va être un peu aberrante, notamment par exemple chez le mâle de l'Outaouane-Canepetière, on a une communication qui est beaucoup basée sur le visuel, donc il va adopter un comportement visuel, mais le mâle aussi va adopter, et c'est un petit peu le contre-exemple à ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans le cadre de processus de sélection sexuelle, il ne va pas utiliser un chant, il va plutôt utiliser un cri. Le signal trompeur peut être également utilisé voilà, pour vraiment, de façon consciente, maîtriser une tromperie qui a toujours un bénéfice pour l'émetteur. Et donc notamment le G, encore une fois, mais il n'y a pas que le G, il y a d'autres animaux qui sont capables d'utiliser ce type de stratégie, mais le G va être capable d'émettre des sons, et notamment d'émettre des cris de buse, pour tout simplement effrayer son environnement, effrayer un danger potentiel en lui faisant croire qu'il y a un autre danger dans son environnement, pour tout simplement tromper son concurrent ou la source de danger par rapport à l'information qu'il a transmise. Donc le G, en émettant le cri de la buse, fait croire qu'il y a un prédateur et qu'il y a une buse pour voilà, faire peur à son environnement, alors que dans les faits, ce n'est pas du tout le cas. Certains aussi corvidés sont capables d'adopter des comportements, des émissions sonores pour tromper un petit peu l'environnement. Et c'est vrai qu'autant ils peuvent être assez loquaces dans certaines situations, autant notamment les corneilles sont capables de stopper toute émission sonore. Donc le fait aussi de ne pas émettre une émission sonore, c'est une forme de communication sonore. Voilà, qui stoppe la diffusion d'une information, ou en tout cas qui crée une information qui n'est pas celle qui représente la réalité. C'est-à-dire que
À la différence d'un comportement général qui va être d'émettre des sons lorsqu'elles ont découvert une ressource alimentaire pour justement permettre dans le cadre d'une cohésion de groupe de profiter de cette ressource alimentaire qui est souvent le cas chez les corvidés quand ils trouvent en tout cas une ressource alimentaire suffisante pour tout le monde. Lorsque cette dernière elle n'est pas forcément suffisante, mais au contraire, ils vont se taire et ils vont se cacher de façon discrète pour stopper la communication et pour tromper l'environnement et permettre d'avoir accès de façon privilégiée à cette ressource alimentaire. Et enfin, ben, ça c'est ce que j'ai expliqué aussi à plusieurs reprises, la tromperie, ça peut être aussi dans les phénomènes d'exagération, de renforcement d'un signal de communication. Et c'est vrai que ça, souvent, certaines notamment espèces qui sont de la même espèce, d'ailleurs, certains oiseaux, je voulais dire, qui sont de la même espèce, vont parfois utiliser des phénomènes de bluff. Alors, dans certaines situations, le bluff est lié à l'aptitude physiologique, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément du bluff, c'est une réalité. L'individu qui va adopter le comportement le plus exubérant va être celui qui est le plus fort, tout simplement. Mais dans certaines situations, ça a été démontré à différentes reprises, ben, ce n'est pas forcément l'oiseau le plus fort qui va adopter un comportement le plus exubérant, c'est parfois l'oiseau le plus petit ou le plus faible qui va utiliser des sons plus forts, des cris plus forts, parfois aussi renforcés par des battements d'ailes, etc., justement pour exagérer ses aptitudes physiologiques, pour exagérer les sons qu'il va émettre, dans le cadre d'une stratégie de bluff, et c'est ce qu'on pourrait appeler du bluff, et tout simplement pour accéder à une ressource particulière, et notamment généralement une ressource alimentaire. On s'est rendu compte notamment qu'un animal qui va être plus fragile physiologiquement, lorsqu'il est dans un niveau de faim plus important, ben, il va généralement adopter, ça va lui donner du courage en fait tout simplement. Et ce courage va être proportionnel à ce niveau de faim qu'il a, de besoin de ressources alimentaires, et ce courage va être directement corrélé à cette stratégie de bluff, c'est-à-dire qu'il va aller vraiment affronter le danger, exagérer son aptitude physiologique pour avoir accès à ce type de ressources alimentaires. Voilà, j'ai fait le tour. Je ne sais pas si ça a été trop long ou trop rapide. Moi, j'avais tablé sur 50 minutes. Je crois que je ne suis pas trop mauvais, à quelques minutes près. S'il y a des questions, je suis à votre disposition. Moi, j'avais une question. Oui. Vous m'entendez là? Oui. Ok. La question, c'est par exemple, des oiseaux comme la bouscarde, il a un comportement plutôt discret qui suit le bord des rivières, vraiment qui fait tout pour ne pas se faire voir et qui a un chant extrêmement peu discret, quoi. Alors, est-ce que c'est de l'intimidation, c'est du niveau de l'intimidation ou ça a une autre signification? Alors, oui, c'est un bon exemple, la bouscarde, dans le sens qu'elle va combiner deux stratégies. La première, en effet, c'est d'être une espèce qui va être cryptique, qui va être très discrète. Donc, son plumage n'est pas du tout chatoyant. Si elle ne chante pas, c'est quasiment impossible de la repérer. Alors, impossible, c'est un bien grand mot, mais voilà, c'est très difficile de la repérer. Par contre, à l'inverse de cette stratégie, elle a un chant qui va être très exubérant. Et donc, on a quand même certains oiseaux qui ont adapté cette stratégie, c'est-à-dire de compenser le fait que la sélection naturelle ou sexuelle ait sélectionné un chant très très exubérant par une discrétion du plumage qui fait qu'elle a réussi un peu à compenser le coût du chant par un plumage qui va être plus discret. Par contre, on a d'autres espèces qui cumulent les deux, hein, le plumage très exubérant et le chant très exubérant. Ce qui est intéressant aussi sur la bouscarle, c'est qu'au-delà du chant aussi, elle va exploiter son environnement. C'est-à-dire qu'elle arrive à trouver des phénomènes de résonance, des résonances de l'environnement, qui vont lui permettre vraiment d'émettre un chant qui va être beaucoup plus fort que ce qu'on pourrait s'attendre en tant que si petite espèce,
par rapport voilà, à ce qu'elle serait capable d'émettre. Et donc, vraiment, c'est un animal qui, je pense, de façon intuitive, arrive un petit peu à cibler les phénomènes de résonance, les phénomènes d'écho, et elle arrive à maîtriser ces phénomènes de résonance pour vraiment démultiplier son champ et à produire in fine un champ qui va être particulièrement fort, particulièrement exubérant et qui lui permet en effet de communiquer sur différents aspects, sur des aspects territoriaux, sur des aspects de défense, de veille par rapport aux prédateurs, sur des aspects de parade aussi, tout simplement. Donc là, on voit vraiment une espèce qui a été sélectionnée pour un champ, qui a pris la stratégie de diminuer ce surcoût, en tout cas ce danger de chanter bien par une discrétion. Ça peut paraître paradoxal. Et qui en plus renforce son champ en sélectionnant un environnement qui est capable de faire résonner ce champ. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, je me suis peut-être un peu perdu dans mes explications. Non, j'ai pas l'explication, la raison profonde. Pourquoi? Mais est-ce qu'il y a une raison profonde? Ça, je ne sais pas. Comme expliqué tout à l'heure, ça fait partie des rares espèces qui ont un comportement un peu contradictoire à ce niveau-là. La raison est un mix entre la sélection naturelle et la sélection sexuelle. Hein. C'est ce qui a été montré tout à l'heure. Chaque animal va adopter des comportements, et ça aussi, c'est la diversité génétique, et qui fait qu'il y a autant de diversité génétique qu'il y a de diversité comportementale. Certains animaux vont adopter des comportements qui, à un moment donné, vont être différents des autres. La plupart du temps, ces animaux-là vont être contre-sélectionnés par la sélection naturelle et la sélection sexuelle, sauf que dans un contexte particulier, ça peut apporter un avantage. Et donc, peut-être qu'une bouscarle, à un moment donné, dans un milieu donné, notamment un milieu qui va être assez dense, à proximité des milieux aquatiques, le fait d'avoir été sélectionné pour avoir un plumage discret a peut-être amené à un moment donné à avoir des difficultés à être sélectionné au niveau sexuel, par exemple, et c'est au contraire en contrecarrant cette discrétion qu'elle a développé un champ qui a été plus exubérant. Alors ça, c'est une interprétation très raccourcie, extrêmement superficielle du phénomène, mais c'est toujours voilà, ce mix un petit peu entre la sélection naturelle et la sélection sexuelle qui fait apparaître parfois ce type de phénomène. Ok. Oui. Il y a Véro qui a levé la main. Je suis désolé, je dis Véro parce que c'est le nom qui est affiché. Allez-y, prenez la parole. On dit que les oiseaux ont des accents suivant des pays ou des régions. Comment c'est possible qu'un même oiseau puisse avoir, un accent? Ça rejoint un petit peu la question précédente. C'est encore un phénomène de sélection naturelle et sexuelle, et ça a tout à fait été démontré, notamment aussi chez le canari là, que j'ai pu évoquer, mais ça a été démontré aussi chez les pinsons et chez d'autres types d'espèces, où en effet ils se sont rendus compte, en fonction de la diversité génétique va générer une diversité comportementale. Et cette diversité génétique, elle peut plus ou moins être influencée par des territoires. Sachant que sur un territoire donné, les espèces auront tendance un petit peu à se reproduire ensemble et à créer des connexions génétiques. Donc, des connexions génétiques, des connexions comportementales. Et donc, ces connexions comportementales peuvent être à l'origine de l'émission de nouveaux petits phrasés. Alors, généralement, on n'est pas dans des champs complètement différents, on n'est pas dans des langues complètement différentes, mais on s'est rendu compte, en effet, qu'il y a clairement des accents en fonction des pays, des territoires. Et dans une certaine mesure, les oiseaux ont tendance à sélectionner les oiseaux qui ont les accents qui leur ressemblent. Et dans d'autres mesures, au contraire, ils vont aller chercher des oiseaux qui ont des accents différents, ou ils vont aller chercher un peu la diversité génétique. Ça dépend un peu des espèces, ça. Et on a d'autres espèces où, au contraire, elles vont aller chercher la proximité génétique, donc dans le cadre d'une population donnée. Et c'est des petits phénomènes, alors c'est pas ce seul phénomène qui crée ça,
mais c'est ces petits phénomènes qui, quand on les additionne, quand on les met bout à bout, peuvent générer au bout d'un moment une spéciation génétique, c'est-à-dire on peut avoir des différenciations d'espèces parce que petit à petit, il y a un éloignement génétique, il y a un éloignement sur différents aspects, des aspects de communication, des aspects d'alimentation, des aspects de niche écologique, etc., etc., et qui font que quand on a des millions, voire plus d'années qui s'écoulent, on a des espèces qui se créent, qui divergent. Donc, c'est ces phénomènes un petit peu à la fois d'association par des accents et de différenciation aussi par des accents. Ça se trouve autant chez des oiseaux migrateurs que chez des oiseaux non migrateurs? Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, en effet, le fait qu'il y ait des phénomènes de migration génère des brassages génétiques, génère aussi des différenciations, mais je pense que, alors là, c'est là aussi s'arrête un petit peu mes compétences, mais je pense aussi que les phénomènes de phylopatrie ont une importance. Il y a des espèces qui ont tendance à revenir au même endroit, à la différence d'espèces qui ont tendance vraiment à disperser systématiquement. Ça aussi peut avoir une influence sur ces phénomènes d'accent chez les oiseaux. Et puis après, ces phénomènes d'accent, on y revient aussi dans les phénomènes de sélection. À un temps donné, à un moment donné, ils peuvent constituer un coût, c'est-à-dire n'avoir aucun intérêt, ne pas du tout être sélectionné notamment, et donc avoir un coût parce que ça va générer un coût physiologique ou phénotypique. Donc ces phénomènes d'accent peuvent disparaître. Et puis dans d'autres situations, au contraire, générer un bénéfice de perdurer et un bénéfice qui permet lui-même de traduire une information. Et parfois, l'accent donne une information. Chez l'être humain, par exemple, l'accent permet de connaître un petit peu les origines et permet aussi de définir une communauté. Et donc, on peut imaginer que par extrapolation, chez les oiseaux, ça puisse aussi traduire ce type d'information. Donc, l'accent en lui-même représente une information sonore que les oiseaux peuvent exploiter, qui dans un temps peut être neutre, dans un temps peut être coûteuse, et dans un temps, au contraire, être bénéfique, et auquel cas, là, être particulièrement développée. Et c'est vrai que ça, c'est des phénomènes qui ont été mis en valeur, qui sont étudiés. Alors, je pense qu'il y a encore beaucoup à traduire, mais c'est les bénéfices que représente l'accent sont une des raisons du fait que ça persiste dans le temps. Merci. Et merci beaucoup pour ce soir, c'était fascinant. Et merci à vous de votre écoute et votre indulgence par rapport à l'outil Teams.